Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Numidia News dans cette nouvelle édition de notre journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. Bruxelles, ouverture de la 9e réunion du Conseil d'association Algérie-Union européenne. La réunion d'Alger, message fort pour conclure un accord de paix en Libye. La commission technique algéro-tunisienne se tient jeudi à Tunis. Congrès américain, renouvellement du soutien à la cause sahraoui avec un nouveau mandat Western Sahara Caucus. Nous débutons ce journal avec la 9e session du Conseil d'association Algérie-Union européenne qui s'est ouvert jeudi à Bruxelles sous la coprésidence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale Ramtan Lamamra et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. Cette réunion statutaire annuelle, la plus haute instance de concertation et de dialogue politique entre l'Algérie et l'Union européenne, instituée par l'accord d'association, les liant depuis septembre 2005, constitue l'occasion de passer en revue l'état et les perspectives de relations de coopération et de partenariat entre les deux parties et d'examiner les moyens et les renforcer davantage dans les différents domaines. Dans ce partenariat, l'Algérie a plus donné que reçu. Ceci est parfaitement clair. Et cela fait 10 ans, une évaluation s'impose. L'accord d'association a été conclu dans des circonstances particulières. Depuis lors, l'Algérie a évolué, l'Union européenne aussi. Il faut donc aujourd'hui s'attacher à l'esprit de ce texte et évoluer davantage et de manière déterminée dans le respect mutuel vers l'équilibre des intérêts. La session de 2015 revêt un caractère particulier puisqu'elle se tient au moment où les deux parties célébreront en septembre prochain le 10e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord d'association et s'inscrit aussi dans le sillage des changements à la tête des différentes institutions de l'Union européenne suite aux élections européennes de mai 2014. Diplomatie, la 3e réunion du dialogue interlibyen regroupant des leaders et des chefs de partis politiques et activistes libyens à Alger envoie un message fort à tous les Libyens pour conclure un accord de paix et de réconciliation dans leur pays en proie à une crise sécuritaire et politique. Le temps est venu pour envoyer un message fort à partir d'Alger. Lors de cette réunion cruciale à tous les Libyens, il est grand temps de prendre la décision, a déclaré M. Léon à l'ouverture des travaux de ce 3e round sous l'égide de l'ONU en vue de trouver une solution politique à la crise en Libye. En présence du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Missahel. M. Léon a indiqué que cette réunion est l'occasion pour améliorer le projet précédent, expliquant que les Libyens ont compris que la dernière proposition d'accord doit être amendée sur la base d'une approche plus politique que devraient accepter tous les acteurs impliqués. Monsieur Léon a indiqué que cette réunion est l'occasion pour améliorer le projet précédent, expliquant que les Libyens ont compris que la dernière proposition d'accord doit être amendée sur la base d'une approche plus politique que devraient accepter tous les acteurs impliqués. Il a, dans ce sens, souligné la nécessité d'insister lors des discussions sur les paramètres des institutions de l'État, notamment militaires et sécuritaires, qui impliquent tous les Libyens. Vu la situation économique qui se dégrade, la menace terroriste grandissante et la discorde politique entre les deux gouvernements en Libye, Léon a affirmé que l'accord de la paix et de réconciliation doit être inclus le plus vite possible. Sur le plan sécuritaire, l'envoyé spécial de l'ONU a rappelé que les extrémistes progressent dans de vastes territoires de ce pays, ce qui, souligne-t-il, représente un défi pour toutes les parties, voire toute la région. Côté commerce, le ministre du secteur Amara Ben Younes coprésidera avec son homologue tunisien Rida Lahouel les travaux de la commission technique mixte algéro-tunisienne de suivi des échanges commerciaux qui doit se tenir à Tunis. Lors de cette commission, les experts des deux pays examineront le bilan des échanges commerciaux bénéficiant d'un accord commercial préférentiel, informe un communiqué du ministère. Les contraintes rencontrées en matière d'échanges bilatéraux ainsi que les perspectives de coopération entre les deux pays seront discutées à cette occasion. La rencontre sera clôturée par l'élaboration et l'adoption d'un procès-verbal de la Commission et l'examen d'un mémorandum d'accord reliant l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur Algex et le Centre tunisien de promotion des exportations SAPEX, ajoute la même source.
La justice, 15 personnes et 4 entreprises étrangères poursuivies pour corruption dans l'affaire dite Sonatrach 1 comparaissent dimanche devant le tribunal criminel d'Alger après un premier report d'un procès très médiatisé. Ce procès avait été reporté en raison de l'absence de plusieurs témoins, dont les témoignages ont été considérés par les avocats de la défense comme très importants. 108 témoins doivent passer à la barre lors de ce procès. Parmi les prévenus figure l'ancien PDG du groupe Sonatrach, Meziane Mohamed, ainsi 8 directeurs exécutifs du groupe, dont Ammar Zinasni, responsable de transport par Pipinine, et le directeur des activités amont, Belkacem Boumediene. Sur la liste des accusés figurent également 4 entreprises étrangères ayant bénéficié frauduleusement de marchés publics au préjudice de Sonatrach selon le rôle de la première session criminelle 2015. Les accusés, dont 7, sont en détention, doivent répondre à des chefs d'inculpation de plusieurs types. Selon l'arrêt de l'envoi, les faits portent sur 5 marchés frauduleux d'une valeur de plus 1 milliard de centimes accordés par l'ex-PDG de Sonatrach, Mohamed Meziane, au groupe allemand Cantel Algérie, dans le cadre d'un projet d'acquisition d'équipements de télésurveillance et de protection électronique des complexes du groupe pétrolier à travers le pays. Toujours sur la justice, les avocats algériens se sont engagés à lancer un collectif avec leurs pairs étrangers pour soutenir le peuple palestinien auprès de la Cour pénale internationale, a indiqué le bâtonnier d'Alger, maître Abdelmajid Sellini. Intervenant lors d'une conférence de presse tenue à la Cour d'Alger en prévision du Forum international sur les souffrances du peuple palestinien face aux crimes des guerres et le recours à la CPI prévu les 6 et 7 juin, maître Sellini a indiqué que les avocats algériens sont mobilisés pour former un collectif auquel adhéreront des avocats étrangers pour aider le peuple palestinien à revendiquer devant la CPI ses droits face aux crimes perpétrés par Israël dans les territoires palestiniens, dont l'agression contre la bande de Gaza l'été dernier. Il a indiqué que ce forum, premier du genre, et auquel participent environ 500 avocats algériens, sera marqué par les interventions d'une vingtaine d'experts en droit issus de plusieurs pays comme l'Argentine, la Belgique, la France, les États-Unis, l'Afrique du Sud et la Suisse. Le Congrès des États-Unis a réaffirmé encore une fois son soutien à la cause sahraoui en renouvelant le mandat du Western Sahara Caucus, qui se veut un regroupement de parlementaires américains, démocrates et républicains, toutes tendances confondues, désireux de travailler en faveur de la promotion de la cause sahraoui aux États-Unis. Après avoir été officiellement approuvé lundi par l'administration de la Chambre des représentants du Congrès, ce caucus a été relancé dans le but de sensibiliser l'administration américaine et l'opinion publique au sujet de la question du Sahara occidental. Il a comme tâche aussi de mettre en lumière sur les besoins liés au droit à l'autodétermination et la surveillance des droits de l'homme du peuple sahraoui. Créé initialement en juillet 2013 et renouvelé cette année, le Western Sahara Caucus est un groupe bipartisan co-présidé par le congressman républicain de Pennsylvanie Joseph Pitts, fervent défenseur de la cause sahraoui, et le congressman démocrate de Michigan John Conyers, nouveau co-président qui succède à Madame Betty McCollum, lui aussi connu pour son soutien à la protection des droits de l'homme et pour sa contribution à l'avancée des droits civiques de la communauté africaine-américaine. Au Moyen-Orient, le groupe Daesh était jeudi aux portes de Hasakeh, chef-lieu d'une province du nord-est de la Syrie, malgré la poursuite des raids de la coalition internationale qui ont détruit un important site de fabrication de voitures piégées en Irak. Les terroristes de Daesh ne se trouvaient plus qu'à 500 mètres de Hasakeh, une ville partagée entre forces du régime et forces kurdes. Les combats se poursuivaient à la périphérie sud au lendemain de l'attaque lancée par Daesh qui a fait exploser au moins 6 voitures piégées. Il a ainsi pris une prison et une station d'électricité selon l'ONG qui a fait état de l'envoi de renforts par le gouvernement. La chute de cette ville donnerait à Daesh le contrôle d'une deuxième capitale de province en Syrie après Raqqa, au nord, le bastion des vastes territoires, notamment dans le nord et l'est du pays qu'il a conquis. En France, initialement présentée par Nicolas Sarkozy comme une journée nationale sur l'islam destinée à répondre aux attentats de janvier, l'initiative a finalement été réduite à une demi-journée de débat à huis clos. Cela devait être la première convention thématique du nouveau parti Les Républicains orientée vers une thématique brûlante, l'islam et la République. L'occasion pour Nicolas Sarkozy, le président, de marquer les esprits et ne butant pas sur un tabou 6 mois
après les attentats de janvier. 4 membres du bureau exécutif de CFCM étaient présents jeudi matin, dont son président à compter du 30 juin, Anwar Kibibesh, le président sortant du CFCM, le recteur de la grande mosquée de Paris, Delil Boubacar, est également apparu au siège des Républicains. Alors que le porte-parole du gouvernement français faisait part mercredi de son inquiétude à la veille de cette réunion, certains fustigeaient déjà le caractère secret de cette réunion qui ne fait pas l'unanimité dans les rangs même des Républicains. Ainsi, la numéro 2 du parti qualifié cette initiative d'une mauvaise idée pour une première convention. En Allemagne, quelques 30 000 personnes étaient attendues jeudi à Munich, dans le sud du pays, pour protester avant la tenue dimanche et lundi dans les montagnes bavaroises, à une centaine de kilomètres de là, d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7, selon les autorités allemandes. Réunis dans le centre-ville, les manifestants devaient commencer à défiler cet après-midi dans une capitale bavaroise en mode vacances, ce jeudi étant férié dans les régions catholiques d'Allemagne. Ils répondent au mot d'ordre « Stopper le TTIP », le traité de libre-échange entre l'UE et les États-Unis, sauver le climat, combattre la pauvreté, et veulent faire entendre leur voix avant que les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés de la planète ne se retrouvent au château d'Elmo à partir de dimanche. L'Ukraine a mis en garde jeudi contre la menace gigantesque d'une reprise des attaques des rebelles au lendemain d'une flambée de violence qui a fait 26 morts dans l'est du pays selon un nouveau bilan. La Russie avertissant de son côté que le processus de paix risquait de voler en éclats. Les combats de mercredi ont été les plus violents en Ukraine depuis la reprise par les rebelles du nœud ferroviaire stratégique de Debaltseve à mi-chemin des bastions séparatistes de Donetsk et de Lugansk, peu après l'entrée en vigueur de cessez-le-feu le 15 février. L'Union européenne a fait écho à ces propos, estimant que l'escalade des combats la veille, considérée comme les plus graves violations du cessez-le-feu depuis février, risquait d'enclencher une nouvelle spirale de violence. Le prix des principaux produits alimentaires de base ont de nouveau reculé en mai, frôlant leur plus bas niveau en 6 ans suite à la baisse sensible des cours des céréales, indique la FAO jeudi dans un rapport. Selon l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, cette baisse s'explique essentiellement par des perspectives de récolte favorables pour cette année. L'indice FAO des prix des produits alimentaires a atteint en moyenne plus de 166 points en mai, en recul de 1,4% par rapport à avril et en forte chute, moins 21% par rapport à son niveau d'il y a un an. C'est le niveau le plus bas enregistré depuis septembre 2009, précise l'agence dont le siège est à Rome. Le dernier rapport de la FAO sur l'offre et la demande de céréales prédit une croissance de 1,3% pour la production mondiale de riz par rapport à l'an dernier. La baisse des prix en mai s'explique à la fois par une baisse mensuelle de 3,8% de l'indice des prix des céréales, une baisse de 2,9% de l'indice des prix des produits laitiers et une baisse d'1% de l'indice des prix de la viande. La BBC indiquait ce mercredi le décès de la reine Elisabeth II. En cause, une journaliste de la chaîne qui a publié sur son compte Twitter la fausse information pendant un exercice de simulation du décès de la reine. Le plus grand média britannique, la BBC, a annoncé par erreur via le compte Twitter d'une de ses journalistes la mort de la reine Elisabeth II. Buckingham a aussitôt fait savoir que la reine, âgée de 89 ans, se portait bien. Alors que l'information est rapidement reprise par la chaîne américaine CNN et le quotidien allemand Bild, un second tweet de la même journaliste de la BBC annonce « La reine Elisabeth est morte ». La police sud-africaine a ouvert une enquête préliminaire en marge de l'enquête américaine sur les présumés pots de vin versés par l'Afrique du Sud pour obtenir l'organisation du Mondial 2010 de football. L'unité spéciale de la police Les Faucons chargée des enquêtes sensibles a été saisie par un parti de la minorité blanche. L'Afrique du Sud, dont 2 dirigeants sportifs sont incriminés par la justice américaine et soupçonnés d'avoir versé 10 millions de dollars au football caribéen pour obtenir l'organisation du Mondial 2010. Jeudi soir, l'agence spatiale américaine va effectuer dans la stratosphère terrestre le test grandeur nature d'un dispositif qui devra ralentir les vaisseaux spatiaux durant leur descente vers la planète Mars. C'est un test impressionnant qui va avoir lieu jeudi au-dessus de l'océan Pacifique. L'agence spatiale américaine va en effet faire décoller un volumineux attelage depuis une base de l'US Navy située à Kauai, à Hawaï. Un imposant ballon météorologique de 140 mètres de long, de haute altitude, va emporter dans les airs une sorte de grosse soucoupe volante pourvue d'un réacteur et pesant plus de 3 tonnes. Sa mission ? Tester un dispositif permettant de ralentir de gros vaisseaux avant leur atterrissage sur la planète Mars.
Une fois atteinte une altitude de 37 km, le ballon va larguer cet ovni qui va, quelques secondes plus tard, mettre ses moteurs à feu. Son puissant réacteur va alors lui faire effectuer un bond jusqu'à une altitude de 55 km, la limite supérieure de la stratosphère. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette édition et à demain sur les antennes de Numidia News.